Ça va mieux la tête? Non, j'ai super mal à la tête, mais je suis vraiment content que tu t'intéresses à ma santé. Et vous aussi vous intéressez à ma santé, et bien tant mieux. Alors parlons de choses plutôt sérieuses et parlons plutôt du sommaire. Au sommaire nous aurons la critique de Dungeon, qui est un jeu sur PC. Car oui, vous trouvez qu'on n'en parle jamais assez du PC, et pourtant c'est faux, on en parle, et nous aussi on aime ça, pourquoi pas ma foi. Et puis nous aurons Oscillation avec Elder Scrolls 3, il me semble, mais oui tout à fait. Et Autoplay Sample, mais bien avant tout cela, les news. Je suis un vrai professionnel, ouais, mais j'ai super mal à la tête. Après Lisa Lair, la séduisante blonde un peu tête en l'air, c'est au tour de Dan Murray de se voir dépeindre dans ce nouveau trailer humoristique de The Next Big Thing, le prochain titre de Pendulo Studio. L'occasion pour nous de découvrir le domaine dans lequel notre héros excelle le plus. Développé par le studio à la base des Runaways, The Next Big Thing est toujours prévu pour le 7 avril prochain et devrait, si tout se passe comme prévu, contenter les amoureux du point and click. Voici les toutes nouvelles vidéos de Naruto Shippuden Kizuna Drive, le titre PSP prévu en Europe pour le 15 mars prochain. Cette aventure inédite qui vous amènera à affronter entre autres Shukaku et Kyuubi pourra se vivre jusqu'à 4 joueurs grâce au mode ad hoc de la portable. Aussi, les joueurs qui précommanderont Kizuna Drive se verront offrir un notebook exclusif ayant pour couverture la stratégie du batifolage que tous les fans du maître pervers de Naruto connaissent bien. Un pur cadeau pour les enfants en somme. Au vu des premières images, on espère simplement que le manque de dynamisme dans les affrontements et la réalisation qui semble plutôt moyenne cachent en fait un game system profond et intéressant. Mais rien n'est moins sûr. On vous en avait parlé il y a quelques temps et c'est la semaine dernière que le tout dernier volet de la série Beat Trip Flux, est sorti sur le WiiWare. Revenant aux sources de la saga, ce titre reprend le gameplay de Beat Trip Beat, qui revisitait déjà le fameux Pong d'Atari. À ce propos, nous avions fait état dans une news récente d'un litige entre Gaijin Games et Atari qui menaçait d'attaquer le studio indépendant en justice. Eh bien, c'était une blague. Ce qui en soi est rassurant parce qu'attaquer un développeur pour avoir plagié Pong, c'était quand même un peu fort de café. Quant au sens de l'humour de Gaijin Games, il nous aura échappé. D'autant plus qu'en ce moment, les problématiques liées au clonage de jeux, en particulier sur iPhone, sont d'actualité. T'as remarqué Non, j'ai pas remarqué. Là, on vient de tourner un plateau, là, celui du sommaire. Oui. Et j'ai dit, c'est la dernière prise qui est la meilleure. Oui. Il n'y a pas photo. Sur les 27, quand même. Sur les 27 qu'on a fait, ouais. C'était la dernière, la meilleure, il n'y a pas photo. Mais ça veut dire quoi, il n'y a pas photo? Il n'y a pas photo, je sais pas. Je pense qu'on dit ça quand on veut dire, il n'y a pas à hésiter, il n'y a pas de doute. C'est ça? Mais pourquoi est-ce que... Mais on l'utilise jamais au positif. On pourrait dire, il y a photo. Ah ouais, là, il y a photo quand même, quand t'hésites. Et pourquoi on dit pas, il n'y a pas dessin? Bah ouais. Je comprends pas. T'as pas une idée? Écoute, je vais essayer de réfléchir pendant que les gens regardent la critique, à la limite. Mais je suis pas sûr d'y arriver parce que je suis un peu handicapé du cerveau là tout de suite aujourd'hui. Lorsque le développeur allemand Realmforge Studio, plus connu pour son excellent point-and-click Séville, a annoncé Dungeons en août dernier à la Gamescom, il était difficile de ne pas y voir un simple clone de Dungeon Keeper. Ce qui en soi avait de quoi faire frétiller tous les fans de ce titre culte de l'ère Bullfrog, dont il avait d'ailleurs été question dans un Retron Magic classé 18+. Dès sa scène d'intro, Dungeon a le goût de Dungeon Keeper, l'odeur de Dungeon Keeper, voire même les sous-vêtements de Dungeon Keeper. Et pourtant, le titre édité par Calypso propose un gameplay bien distinct et assez original, pour le meilleur, et peut-être parfois pour le pire. Dans Dungeons, le joueur incarne Deimos, prince du mal et plus grand maître du donjon de tout le royaume.
Alors que le jeu commence, sa petite amie, la succube Calypso, le trahit dans les règles de l'art. Vous perdrez votre trône et je devrai aller de l'avant sans vous. Deimos se retrouve dépossédé de son royaume souterrain et exilé aux côtés de son sous-fifre, un gobelin lèche-botte nommé Monsieur Sbire. Et a attiré d'innombrables héros dans le donjon. Désormais réduit au rang de simple laquais des petits maîtres du donjon provinciaux, comme le roi Zombie, Deimos va devoir reconquérir son royaume, donjon après donjon, jusqu'à pouvoir régler son compte à cette garce de Calypso. Dungeons est un jeu de gestion dont le principe de base peut être résumé au micromanagement de héros. Oui, vous avez bien entendu, ce sont bien les héros qu'il faudra gérer. Ceux-ci pénètrent dans votre donjon par diverses entrées qu'il faudra ouvrir lorsque votre dédale est prêt à les accueillir. Des aventuriers niais et héroïques commencent alors à entrer chez vous. Leur but, piller vos trésors et exterminer vos légions de monstres. Mais contrairement à Dungeon Keeper, dans Dungeons, vous avez tout intérêt à les laisser faire. Votre puissance dépend en effet de l'énergie d'âme des héros. Celle-ci augmente lorsque les héros sont satisfaits. Et pour les satisfaire, il convient d'avoir un donjon bien décoré, des trésors alléchants et des combats pas trop difficiles. Chaque héros a en effet des désirs particuliers. Certains sont à la recherche de trésors, d'autres veulent juste massacrer du mob pour se faire de l'XP. De l'expérience! À vous d'agencer votre labyrinthe pour emmener les héros de combat en richesse et faire en sorte qu'ils ne soient pas déçus du voyage. Lorsque leur énergie d'âme atteint un niveau suffisant, il est temps de leur tomber dessus avec votre avatar. Après leur avoir flanqué une bonne raclée, vous les traînez dans vos geôles et salles de torture pour leur extraire la substantifique moelle énergétique. Un concept déroutant au premier abord, car il oblige le joueur à s'armer de patience et à résister à la pulsion qui consiste à exterminer au plus vite les ennemis. Ici, il faut les bichonner, les promener, contrôler leurs déplacements et ne les exterminer que lorsqu'ils sont sur le point de s'en aller. Évidemment, dans certains niveaux, vous devez également vous débarrasser de maîtres du donjon rivaux, en détruisant leur cœur du donjon. Dans Dungeons, le joueur doit gérer 3 ressources. L'énergie d'âme, l'or qui s'obtient en détroussant les héros ou en exploitant des filons, et le prestige. Le prestige s'obtient en proposant un donjon plein de décorations spectaculaires et souvent très chères. C'est d'ailleurs la partie parfois frustrante de Dungeons. Pour augmenter son prestige, il faut plus d'énergie d'âme, mais pour satisfaire les héros et donc récolter davantage d'énergie, il faut plus de prestige. C'est le serpent qui se mord la queue et en mode bac à sable, des dépenses inconsidérées en début de partie peuvent rapidement vous mener à une impasse économique. Il faut également noter que dans Dungeons, bien que l'on puisse faire creuser des galeries à ces gobelins serviles, encore une fois, comme dans Dungeon Keeper, on ne peut pas construire de salles. Il y a bien des bibliothèques et des salles d'armes dispersées sur la carte, mais on ne peut en prendre le contrôle qu'en étendant sa zone d'influence. Pour ce faire, il faut établir des pentacles à intervalles réguliers, qui seront aussi les points de spawn de vos monstres. Enfin, le dernier paramètre à prendre en compte, c'est Deimos lui-même. Le maître du donjon gagne de l'expérience et possède un arbre de compétences comme dans un RPG plus classique. Mais c'est aussi la seule unité sur laquelle le joueur a un contrôle direct. Les monstres se contentent de garder le pentacle sur lequel ils ont été invoqués. Et le joueur ne peut ni leur donner d'ordre, ni les ramasser pour les balancer sur l'ennemi, comme dans Dungeon Keeper. La logistique du donjon devient donc primordiale, afin d'être sûr que les monstres seront placés au bon endroit et invoqués au bon moment. Deimos, quant à lui, n'interviendra qu'à la fin pour achever les héros. Je dis que ces jours, je serai un grand héros. Vous allez voir. Dungeons est un jeu atypique, car en dépit de quelques ressemblances avec Dungeon Keeper, qui ne relèvent probablement pas de la coïncidence, son gameplay est au final unique. Quelque part entre le jeu de gestion à la Sim Hospital, le RPG et le Tower Defense, le jeu de Realm Forge Studio oblige le joueur à mettre de côté ses vieux réflexes pour adopter une toute nouvelle manière de jouer. C'est à double tranchant toutefois, car s'il intrigue lors des premières heures, ce gameplay tend assez vite à devenir répétitif et mollasson. On se retrouve à récolter du héros à la chaîne pendant des heures, juste pour avoir assez d'énergie d'âme afin d'améliorer son donjon. Et pour augmenter son prestige, on doit multiplier les mêmes accessoires inutiles un peu partout. Si on ajoute à cela que la difficulté du jeu augmente d'elle-même à intervalles réguliers, rendant les héros plus forts et plus exigeants, on commence rapidement à se lasser de refaire les mêmes actions en boucle encore et toujours. Même si Dungeons n'est qu'une demi-réussite au niveau du gameplay, il faut quand même reconnaître que Realm Forge a conçu un titre techniquement très honnête. Le moteur 3D tient la route, les décors sont loin d'être vilains et le tout baigne dans un humour bon enfant. Difficile de ne pas sourire lorsqu'on tombe sur une réclame éhontée pour Séville ou que le jeu se moque des talents de gestionnaire de Diablo. Excellent travail, votre pourriture.
La version française est plutôt soignée, avec quelques clins d'œil bien de chez nous, comme ce barbare qui crie « Baston !» en partant au combat. Bref, Dungeons n'est pas un mauvais jeu, mais il manque d'intérêt sur le long terme. Et sur un jeu de stratégie-gestion où les parties peuvent facilement durer des heures, malheureusement, ça ne pardonne pas, d'autant plus qu'il ne propose pas de mode multijoueur. Dommage, car le titre avait beaucoup de potentiel. Il n'en reste pas moins une curiosité à tester si vous vous sentez l'âme d'un seigneur du mal. Je crains que vous n'ayez perdu votre trône et que vous ne soyez plus le prince des enfers. T'as pas des lunettes de soleil là pour le mal de crâne? Ah non. C'est dommage, j'aurais un pur look en plus Il y pour a des l'émission. lunettes de série, Ça me le Survivor, soulagerait. si tu veux. Ah ouais, je veux bien. On verra ça. De quoi, excuse-moi, du coup, je t'ai pas écouté sur... Non, mais ce qui m'amuse, c'est qu'il n'y a pas d'expression qu'on utilise toujours à la négative et jamais à l'affirmative. Genre, il n'y a pas photo, on ne dit pas il y a photo, ce que je disais tout à l'heure. Oui, tout à fait. Ouais. Et comme on dit, c'est pas ragoûtant, on dit jamais oh, comme ça a l'air ragoûtant pour dire que quelque chose est appétant. Ouais, mais c'est parce que le mot n'est pas très appétant, justement, comme tu l'as dit. Pourtant, si on dit c'est pas ragoûtant, ça veut dire que ragoûtant, ça veut dire que c'est bon. C'est chouette. Aïe, aïe, aïe. Peut-être qu'il y a des gens qui sont super forts et qui savent pourquoi on dit il n'y a pas photo. En tout cas, c'est une expression vraiment débile. Hein. Il n'y a pas photo? Ouais. Mais t'aimes bien les expressions débiles en ce moment, t'en as une autre là. Tu sais, celle que t'aimes pas. Hein, tu veux dire, non, mais ça c'est une petite phrase que j'aime pas, c'est pas une expression. Ah oui, c'est une petite phrase. Mais on en parlera dans 2 jours si tu veux bien. Dans 2 jours? Bon, bah ok, on fera ça dans 2 jours. On regarde quoi là Alors, maintenant? avant, on teasait sur le plateau, d'un plateau à l'autre. Maintenant, on tease carrément sur des jours entiers. Bientôt, on va teaser sur des mois et des semaines. Ça va C'est être ton génial. travail, dis-nous Ouais, qu'est-ce qu'on regarde. oscillation, mais les gens le savent. Elder Scrolls 3 en plus. Bonjour et bienvenue dans Oscillation. Notre thématique des jeux les plus souvent suggérés par les spectateurs de l'émission se termine aujourd'hui avec le titre qui prend incontestablement la première place. The Elder Scrolls 3 Morrowind. Sorti en mai 2002, ce jeu de rôle a marqué l'esprit des joueurs. Vendu à plus de 4 millions d'exemplaires, il a reçu plus de 60 récompenses et a surtout été reconnu pour sa richesse graphique, son horizon très étendu et la grande liberté qu'il offrait aux joueurs. La bande originale du jeu a été composée par Jeremy Soule, entre autres créateur des musiques pour Baldur's Gate Dark Alliance, Icewind Dale ou encore Warhammer. Dès le thème principal de Morrowind, nous faisons connaissance avec le style épique du compositeur. Un thème à caractère celte et médiéval est accompagné ici de coups de timbales, de tapis de cordes et surtout de lignes dans les cuivres. Une montée en puissance et en hauteur tonale souligne l'aspect épique du thème. Les coups de cymbales y jouent également un rôle important. La mélodie simple du thème accompagnera le joueur tout à travers le jeu. Elle est construite sur une suite d'accords très stéréotypés, souvent rencontrés dans la musique de film. La bande originale de Morrowind peut assez facilement être comparée à celle d'un long métrage. Elle a relativement peu de rapport direct avec les décors et se contente globalement d'agir en fond sonore. Une interaction directe n'intervient que pendant les combats, où des morceaux plus mouvementés prennent le relais pour ensuite de nouveau laisser place à la musique d'exploration. Notez que musicalement parlant, Morrowind a été une véritable petite révolution. Ce qui nous paraît parfaitement normal aujourd'hui était loin d'être établi à l'époque de la sortie du jeu.
combination de sonorités d'un orchestre symphonique, une orchestration fine et détaillée, un caractère de cinéma, c'était du presque jamais vu dans un jeu auparavant. De nombreuses productions depuis se sont d'ailleurs inspirées de Morrowind. Notez que Jeremy Soule est un maître orchestrateur, utilisant avec un grand savoir-faire les différents groupes instrumentaux pour créer l'ambiance musicale du jeu. Tapis de cordes et lignes mélodiques mélancoliques vont s'alterner avec des exclamations de cuivre et des percussions agitées. Ponctués de solides instruments isolés, les morceaux vont souligner l'aspect immersif de Morrowind. La magie est entre autres musicalement représentée par la flûte traversière, la harpe et les clochettes. Un fait est particulièrement impressionnant. Sachez que la totalité des instruments de l'orchestre, avec leurs timbres et leurs nuances, sont générés de manière synthétique. Aucun vrai musicien n'est intervenu pour l'enregistrement de cette bande originale. C'est aussi cela qui rend le travail de Jeremy Soule aussi impressionnant, car composer pour un orchestre synthétique est une discipline bien à part. Finalement, la musique de Morrowind peut être surtout appréciée en jouant et reste assez peu autonome. En revanche, elle souligne et renforce remarquablement l'immersion du joueur dans cet univers mystérieux et enchanté. C'est un peu nul ce truc parce que je pensais qu'il y avait au moins des choses qui s'affichaient sur les écrans. Quand tu écrans. rigoles, c'est pas nul. Ouais. Appuie sur le bouton sur le côté là. À gauche ou à droite? Là, voilà. Là. Tu vois, ça brille maintenant. Ah oui. Oui, ça brille, oui. Eh ben, je suis pas déçu. Autoplay sample alors. Bonjour et bienvenue dans Autoplay Sample. Aujourd'hui, on va regarder l'interview d'un artiste dont on passe les clips sur nos lives. Vous les avez peut-être déjà vus dans la plage Indies, c'est 2080. Comment faire lorsque l'on aime la musique et les jeux vidéo mais que l'on est lancé dans une toute autre carrière? Eh bien, pourquoi ne pas faire de la musique électronique inspirée par les jeux vidéo? C'est exactement ce qu'a choisi 2080 dont les travaux sont disponibles chez le label lyonnais Gourmet Recordings. Ça fait 10 ans que je fais du graphisme et quand j'ai commencé, dès le début, quand j'en avais marre de dessiner, je restais sur l'ordinateur et je bidouillais de la musique, des trucs débiles qui faisaient même pas marrer mes potes. Ils me disaient tous « Ah, on dirait de la musique de jeux vidéo » et ça m'énervait beaucoup. Au début, c'était pas du tout recherché. J'essayais de faire de la musique et plus tard, en fait, c'est pas que j'ai cherché particulièrement, c'est que j'ai arrêté de le combattre en fait. Je voulais, je sais pas pourquoi, je voulais que la musique soit de la musique, pas de la musique de jeux vidéo. Plus tard, je me suis rendu compte que les structures, le côté narratif, tout ça était inspiré par tout ce que j'avais écouté avant. Mais bon, encore aujourd'hui, je me dis, les gens qui faisaient de la musique de jeux vidéo à l'époque, ils se disaient pas « je vais faire de la musique de jeux vidéo », ils se disaient « je vais faire de la musique ».
dirais que j'ai énormément été influencé tant par les musiques de Megaman que Shadow of the Beast, des Turrican, cette veine un petit peu jeu d'action mais à ambiance, l'ambiance sonore, le sound design de Another World énormément. Flashback, tout ça, ça a créé un petit peu mon univers. Après, ça c'est pour le jeu vidéo. Du côté musique plus traditionnelle, Orbital, Future Son of London, Jean-Michel Jarre énormément. Les gros synthés, tout ça, c'est vraiment depuis justement Captain Blood, c'était une musique de Jean-Michel Jarre, c'est ce qui a fait la connexion. Giorgio Moroder, tout ça. Pour que le résultat évoque la musique de jeu, époque années 80-90, le choix des outils est évidemment essentiel. On ne sonne pas comme une NES ou un Amiga avec n'importe quel logiciel. Non, moi j'ai toujours travaillé avec un PC depuis le début et avec d'abord dans un premier temps des machines virtuelles, Reason, tout ça. Maintenant je suis pas mal équipé en synthé. Par exemple le DX7, le synthé DX7 qui est Yamaha, qui a quasiment la même puce que la Mega Drive, qui est une puce Yamaha aussi. Ça donne tout de suite des sonorités. Quand les gens l'entendent, ils ont l'impression d'entendre Sonic ou des petits synthés MFB qui sont faits par un gars qui sonorisait des bornes d'arcade. Et si 2080 avait été amené à travailler sur les musiques d'un jeu, est-ce que ça serait aussi un jeu d'action ou bien complètement autre chose ? Je suis hyper fan de Katamari Damacy et Nobidobi Boy. Ça serait vraiment vraiment génial. Je trouve que je me souviens plus qui les a créés. Je me souviens plus son nom. Mais je trouve qu'il est allé hyper loin et qu'il a décomplexé un truc dans le jeu vidéo. Et le rapport entre l'art, au sens art majeur, et le jeu vidéo est vraiment de plus en plus ténu, voire c'est brisé, je trouve, sur ce genre de jeu. Ouais, j'adorerais participer à ça. Outre les concerts comme celui qui avait été donné à Paris sur la péniche La Dame de Canton début décembre à Paris, 2080 possède une actu plutôt chargée. Déjà dans ce que j'ai produit mon premier maxi, donc Nerd to Geek, qui est sorti en janvier 2010. Dans les choses qui vont arriver tout bientôt, j'ai un projet avec une chanteuse, un projet qui s'appelle The Love Lace, Lace comme la dentelle. Je participe à la BO d'un documentaire sur la culture, la pop culture américaine. Bientôt, elle va être diffusée aussi Pixel Combat, qui est un documentaire sur le pro gaming. Avant de partir, juste pour savoir, pourquoi 2080 ? Ça fait un peu nanar de SF quand même. Alors, ça vient des années 80, qui sont transposées dans les années 2000, une espèce de date un peu conceptuelle. Alors, l'idée c'est quand j'arrive en 2080, je suis à la mode. En 2090, c'est la traversée du désert. Et aux environs de 2100, je suis vintage, donc c'est cool. Merci 2080 pour cette interview. Alors les plus attentifs d'entre vous auront sûrement remarqué que c'est lui qui a composé le générique de l'émission Extra Life, qu'on entend d'ailleurs dans le reportage. Et au niveau de l'actu, il y a un petit truc en plus. Je crois qu'il est actuellement en train de préparer un projet avec Sexy Synthesizer, donc comptez sur nous pour vous en parler. Et moi je vous dis à dans 2 semaines. Je comprends pourquoi Cyril il est accro. Déjà t'as vachement moins mal aux yeux par rapport aux lumières et puis t'as un look d'enfer en compiler. Mon Dieu, si je vous disais au revoir avec des lunettes jaunes. Et je suis raccord avec la couleur du t-shirt en plus. Je vais chercher un médicament. Je veux bien et une ambulance aussi.